Au plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. Diplomatie guinéenne, formation achevée à Moscou, des cadres désormais certifiés, le savoir-faire renforcé, la culture guinéenne à l'honneur avec une coopération qui se consolide. On en parle dans cette édition. BEPC 2026, fin des épreuves, place aux corrections. Les jurys sont à l'œuvre. L'évaluation simultanée des copies est en cours. Objectif, 0 retard et les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. Kaporo sans eau potable, des infrastructures détruites, le quotidien des habitants est bouleversé. Sur place, la SEG annonce des solutions. Les usagers sont appelés à la patience pour un retour progressif à la desserte. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. La Banque mondiale salue la dynamique autour du méga-projet Simandou, désormais cité comme une référence mondiale en matière de transformation économique. Au-delà de son volet minier, l'institution internationale met en avant la vision Simandou 2040 comme un modèle de développement durable. C'est un éditorial de la DCI que je vous propose de suivre. Longtemps, la Guinée a été présentée comme un pays au potentiel immense, un territoire riche de ses ressources naturelles, porté par une jeunesse dynamique, dotée de terres fertiles et d'une position stratégique en Afrique de l'Ouest. Mais durant des décennies, cette promesse est restée en attente, freinée par des projets inachevés et des opportunités insuffisamment transformées en progrès concret pour les populations. Aujourd'hui, le regard porté sur la Guinée évolue et ce changement est désormais reconnu bien au-delà des frontières nationales. Dans une récente publication relayée sur sa page officielle, la Banque mondiale Afrique met en lumière la dynamique de transformation engagée autour du projet Simandou et de la vision Simandou 2040. Une reconnaissance forte venant d'une institution internationale majeure qui souligne à la fois le potentiel exceptionnel de la Guinée et les avancées réalisées ces dernières années. La Banque mondiale rappelle notamment qu'après 27 années de blocage, le projet Simandou a été débloqué en moins de 3 ans, donnant naissance à l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux du continent africain. Un vaste ensemble articulé autour des mines, du rail, du port et d'un corridor économique appelé à transformer durablement l'économie nationale. Mais au-delà des infrastructures gigantesques, ce que souligne surtout l'institution financière internationale, c'est la vision portée derrière ce projet. Car Simandou n'est plus perçu uniquement comme un projet minier. Il devient progressivement un modèle de transformation économique visant à utiliser les revenus des ressources naturelles pour bâtir une économie diversifiée, tournée vers l'agriculture, l'industrie, les compétences et la création massive d'emplois. Un enjeu fondamental pour la Guinée. La croissance économique, aussi importante soit-elle, ne suffit plus à elle seule. Le véritable défi reste celui de l'emploi, particulièrement pour une jeunesse nombreuse qui aspire à des opportunités concrètes. La Banque mondiale souligne d'ailleurs qu'environ 1,5 million d'emplois devront être créés d'ici 2030 pour répondre aux besoins du pays. C'est précisément là qu'intervient la vision Simandou 2040. Une vision qui ambitionne de faire des ressources minières non pas une finalité mais un levier, un point de départ vers une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente. Dans cette dynamique, la Banque mondiale affirme accompagner cette transformation à travers son nouveau cadre de partenariat avec la Guinée. Plusieurs projets structurants sont déjà mis en avant, notamment dans l'agriculture commerciale, la formation des jeunes, le développement des compétences et l'amélioration de la gouvernance économique.
L'objectif est clair, connecter davantage de Guinéens aux opportunités économiques de demain. Derrière ces annonces, un signal fort se dessine. La Guinée attire désormais la confiance des partenaires techniques et financiers, la confiance des investisseurs, mais surtout la confiance dans sa capacité de transformer ses richesses en prospérité partagée. Et c'est sans doute là le changement le plus important. Pendant longtemps, l'Afrique a exporté ses ressources sans toujours transformer ses économies. Aujourd'hui, la Guinée semble vouloir écrire une autre trajectoire, celle d'un pays qui transforme localement, investit dans son capital humain, construit ses infrastructures et prépare son avenir sur plusieurs générations. Bien sûr, les attentes sont immenses, les besoins le sont tout autant. Et il faut le dire avec lucidité, une transformation de cette ampleur ne produit pas ses effets du jour au lendemain. Les grandes nations qui ont connu les mutations économiques les plus spectaculaires sont toutes passées par des périodes d'efforts, de sacrifices et parfois de rigueur. Mais en Guinée, quelque chose d'essentiel est en train de se produire. Les fondations se construisent. Sous le leadership du président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, les bases d'un nouvel édifice économique sont progressivement posées. Des infrastructures stratégiques émergent, les réformes s'accélèrent, les institutions se renforcent, les partenaires internationaux reviennent avec confiance. Et surtout, une vision de long terme semble désormais guider l'action publique. C'est cela, la véritable rupture. Car le développement durable d'une nation ne se mesure pas uniquement à ce qui se voit immédiatement. Il se mesure aussi à la solidité des choix faits aujourd'hui pour les générations futures. Oui, il faudra de la patience. Oui, il faudra de l'engagement collectif. Il faudra aussi que chaque Guinéenne et chaque Guinéen participe à son niveau à cette grande transformation nationale. Parce qu'aucune renaissance économique ne se construit sans discipline, sans travail et sans unité. Mais une conviction commence désormais à s'imposer. La Guinée avance vers un tournant historique. Pendant longtemps, le pays a regardé ses richesses quitter son sol sans véritablement transformer le destin de ses populations. Aujourd'hui, l'ambition est différente. L'ambition est de bâtir une Guinée capable de transformer ses ressources en emplois, ses infrastructures en opportunités et son potentiel en puissance économique réelle. Et si le chemin reste exigeant, l'horizon, lui, n'a jamais semblé aussi clair. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir ne repose plus seulement sur des promesses. Il repose sur des chantiers visibles, des réformes concrètes, une vision assumée et sur la certitude grandissante qu'un nouveau chapitre de l'histoire guinéenne est en train de s'écrire. C'était donc un éditorial de la DCI. Il est signé Omar Barry. Et je vous l'annonçais dans les titres, les épreuves sont terminées, mais le travail, lui, ne fait que commencer. Après plusieurs jours d'examen, les candidats du BEPC ont bouclé leur session ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. Place désormais à la correction des copies. Cette année, le ministère de tutelle a opté pour une correction simultanée afin d'accélérer le traitement des copies et de réduire les délais de publication des résultats. Le point avec Abdoulaziz Baldé. Le ouf de soulagement après 5 jours de composition. Cet après-midi, les portes des centres d'examen se sont refermées, marquant la fin officielle du brevet d'études sur toute l'étendue du territoire. Mais dans les coulisses, l'activité ne faiblit pas. Bien au contraire. Pour optimiser les délais, les autorités ont instauré une méthode inédite, la correction simultanée. Plus question d'attendre la fin des épreuves pour ouvrir les copies. À date, nous avons entamé déjà toutes les matières qui sont déjà passées au BEPC. Monsieur le ministre nous a instruit de la simultanéité par rapport aux opérations de correction. Au fur et à mesure que les épreuves se déroulent, il faut mettre déjà le dispositif pour que la correction aussi se déroule au même moment. Ici, au lycée Donka, le rythme est soutenu.
Des milliers de copies ont déjà été minutieusement évaluées et officiellement certifiées par un jury rigoureusement mis en place par le département. Le maître mot, la transparence. Chaque note est vérifiée, chaque procédure est verrouillée. Nous passons de salle en salle pour prendre les copies, pour s'assurer que les notes qui sont portées, que l'enfant mérite effectivement ces notes. Je vous ai dit que notre mission, c'est de s'assurer de la sincérité des opérations. Les épreuves écrites appartiennent désormais au passé. Les données du lycée Donka et des autres centres convergent maintenant vers la centralisation finale. Si la cadence est maintenue, le verdict de ce brevet 2026 pourrait tomber bien plus tôt que prévu. Dans le même registre, à quelques heures du lancement des épreuves du baccalauréat unique, les candidats entrent dans la dernière ligne droite entre concertation et dernier réglage. À Conakry, 150 élèves des séries scientifiques abordent cette échéance avec plus de sérénité grâce au programme Tutorat Bac initié par l'ONG Entreprendre Ensemble. Pendant 6 mois, ces futurs bacheliers ont bénéficié de séances intensives de révision gratuites encadrées par des enseignants expérimentés recrutés pour la circonstance. Saint-Martin Francina-Duno et Candesila. Pendant 6 mois, l'ONG Entreprendre Ensemble, à travers son programme Tutorat Bac, a mobilisé des candidats au baccalauréat unique des sciences mathématiques et sciences expérimentales, 2 filières stratégiques pour la formation des futurs ingénieurs, chercheurs, médecins et cadres scientifiques. Au total, 150 élèves des lycées publics, Djibril Tamsin Yann d'Équipé et de Kobaya, ont bénéficié gratuitement des cours de révision afin de renforcer leurs connaissances pour les aider à décrocher le baccalauréat avec brio. Nous avons mis en place le programme Tutorat Bac qui leur offre des cours de révision en maths, physique, chimie et biologie et en français également. L'objectif étant de renforcer leurs compétences pour qu'il y ait un nombre plus important de jeunes issus de ces filières et que nous puissions avoir des jeunes Guinéens donc, qui sont une fois à l'université dans les filières porteuses d'avenir qui sont les filières STEM. Pour assurer un accompagnement de qualité, l'ONG Entreprendre Ensemble a recruté des enseignants expérimentés afin de dispenser des cours intensifs dans les disciplines fondamentales. On a révisé en maths, physique, chimie, anglais et français. En tant que candidate, ça me fait du bien. Si la fondatrice elle est venue, elle nous a soutenus dans les révisions pour faire avoir notre bac. Déjà, je me sens bien. Pendant ces 6 mois de préparation, ça s'est très bien passé avec les professeurs. Et nous avons appris beaucoup de choses et traité beaucoup d'exercices avec eux. Nous sommes en pleine confiance que nous allons réussir au bac cette année et avec brio. À cette cérémonie de clôture du programme Tutorat Bac session 2026, la fondatrice de l'ONG Entreprendre Ensemble a procédé à la remise de boîtes mathématiques ainsi que d'une enveloppe symbolique destinée à couvrir des frais de transport des candidats. À la veille donc du baccalauréat unique, le dispositif de lutte contre la fraude se durcit alors que le ministre de l'Éducation nationale finalise les derniers préparatifs pour garantir la transparence des épreuves. La justice envoie un signal fort. 4 jeunes interpellés il y a 1 semaine pour faits présumés de fraude ont été placés en détention provisoire sur décision du parquet près le tribunal de Mafanko. Une fermeté qui accompagne le renforcement des mesures de sécurité, avec notamment le déploiement de détecteurs de métaux dans les centres d'examen. Le point avec notre spécialiste maison, Abdelaziz Baldé. C'est un signal fort envoyé à tous les candidats et potentiels tricheurs. À quelques heures du lancement officiel des épreuves du baccalauréat unique, la tolérance zéro est de mise. Arrêtés il y a un peu plus d'1 semaine, 4 jeunes suspectés de tentatives de fraude ont passé leur premier week-end derrière les barreaux. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. Au terme des enquêtes préliminaires, notre parquet a immédiatement saisi le juge d'instruction aux fins d'ouvrir une information judiciaire et a requis à cet effet le placement des mises en cause en détention provisoire. À l'issue de l'interrogatoire de première comparution, les mises en cause ont été placées en détention provisoire par
le magistrat instructeur du 4e cabinet. Le parquet près le tribunal de première instance de Mafanko rappelle qu'aucune fraude ou tentative de fraude ne sera tolérée au cours du processus des examens nationaux session 2026. Le dit parquet, par ma voix, rassure la population de sa juridiction que quiconque sera interpellé pour fraude ou tentative de fraude dans les examens subira la rigueur de la loi. Cette main de fer de la justice réjouit le département en charge de l'éducation nationale. Pour bloquer toute tentative de triche numérique, le ministère passe à la vitesse supérieure. Plus d'une centaine de détecteurs de téléphones portables ont été distribués aux délégués de centre. C'est une procédure pénale qui est engagée à tout faux candidat, à tous ceux qui feront des manquements. Tous les centres sont dotés de détecteurs de téléphone de tout métal. Deuxièmement, il est formellement interdit à toute personne n'étant pas liée à l'examen de rôder autour du centre d'examen. En ce moment, toute personne qui le ferait serait purement et simplement traduite à la justice. Aussi, nous avons découvert des groupes WhatsApp. Les élèves qui s'inscrivent dans les groupes WhatsApp, voici la mesure prise. Dès que votre numéro est repéré dans le groupe WhatsApp, même n'ayant pas travaillé, parce que le vol et tentative de vol, c'est la même chose, ces élèves seront purement et simplement éliminés et ajournés pour 2 années. Des salles de classe aux tribunaux. Le dispositif est verrouillé. Les autorités sont prêtes aux candidats désormais de prouver leur valeur par le seul effort intellectuel. On enchaîne avec ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se réjouit du bon déroulement général des épreuves de certificat de fin d'études élémentaires et du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2026. Toutefois, malgré ce bilan globalement satisfaisant, quelques cas isolés de fraude organisée via les réseaux sociaux et plateformes numériques ont été constatés, rappelant que la vigilance et la rigueur doivent rester de mise pour préserver la crédibilité de nos diplômes et la valeur du mérite individuel. À l'approche du baccalauréat, le ministère adresse un avertissement ferme à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Un candidat. Tout candidat qui sera identifié après enquête des services compétents comme membre d'un groupe canal ou plateforme numérique, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, etc., créé ou utilisé pour obtenir ou diffuser frauduleusement les sujets du bac, verra ses épreuves immédiatement annulées, pourra être recalé, y compris après la proclamation des résultats définitifs, dès lors que sa participation à ces réseaux de fraude sera établie, pourra être exclu des sessions ultérieures conformément au texte en vigueur. Rejoindre un groupe censé aider pour l'examen, c'est en réalité prendre le risque de perdre son année et compromettre son avenir. 2. Cadre du ministère impliqué dans l'organisation du bac. Inspecteurs, délégués, surveillants, enseignants, tout personnel de l'État chargé à un titre ou à un autre de l'organisation des examens et qui se rendrait coupable de fuite, de vente, de diffusion de sujets ou de complicité de fraude sera radié définitivement de l'effectif de la fonction publique et fera l'objet de poursuites judiciaires pour répondre à sa forfaiture devant les tribunaux. 3. Acteurs de l'enseignement privé. Tout fondateur d'école, directeur ou d'établissement enseignant du privé ou tout personnel associé qui serait impliqué dans ces pratiques sera poursuivi pénalement et sanctionné conformément à la loi, s'exposera à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement incriminé, au retrait d'agrément et à l'interdiction d'exercer dans le secteur éducatif. Le
ministère attend de vous une attitude exemplaire. Le prestige d'un établissement ne se mesure pas au nombre de résultats obtenus par la fraude, mais à la qualité réelle des apprentissages. Toute complicité avec des réseaux de fuite de sujets sera considérée comme une trahison grave de la mission éducative. Le ministère informe également l'opinion nationale que les personnes déjà interpellées dans le cadre des fraudes constatées cette année seront présentées au public dans le strict respect des droits de chacun et répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. La République de Guinée a besoin de diplômes crédibles, de bacheliers compétents et d'une école respectée. Pas d'examen avec la fraude, pas de réussite durable sans mérite. Sur un autre plan, la communauté internationale a célébré la journée de soutien aux victimes de torture en Guinée. Cette commémoration a été marquée par une cérémonie qui a réuni les acteurs de la justice, de la sécurité et de la protection civile. Objectif, réaffirmer l'interdiction absolue de la torture, promouvoir le respect des droits humains et renforcer la prise en charge des victimes. Tierno Younoussaba. Le 26 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale pour le soutien aux victimes de torture, proclamée en décembre 1997 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée vise à sensibiliser l'opinion et à réaffirmer l'interdiction absolue de la torture avec à la clé la promotion des droits fondamentaux. Cette journée nous invite à la fois à la réflexion et à l'action. Elle nous rappelle que la lutte contre la torture demeure un impératif constant au cœur de la protection de la dignité humaine. Je voudrais à cet égard saluer les efforts engagés par les autorités nationales guinéennes pour renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de droits de l'homme en Guinée. À la suite de la déclaration du ministre de la Justice en faveur du soutien aux victimes des tortures, une cérémonie commémorative est organisée à Conakry. La rencontre réunit les acteurs de la justice, les officiers de police judiciaire, les partenaires ainsi que les représentants de la société civile. Notre pays s'associe à cette commémoration malgré les défis persistants qui jalonnent nos trajectoires de construction démocratique et en conformité avec les engagements internationaux que nous avons librement souscrits. Cette journée offre invariablement l'occasion de réaffirmer notre attachement indéfectible aux valeurs cardinales qui fondent tout état de droit, la dignité humaine, la justice et le respect des droits fondamentaux. Par cette journée, les autorités entendent consolider la collaboration entre les différents acteurs en vue d'une application stricte des instruments juridiques nationaux et internationaux, en vue de promouvoir une justice respectueuse de la dignité humaine, ce qui va aider à la prévention de toute forme de torture. En direction Moscou, où des cadres du ministère des Affaires étrangères ont bouclé 2 semaines de formation intensive en relations internationales au sein de l'Académie diplomatique de Moscou. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des certificats de fin de formation dans une ambiance solennelle, mais aussi festive, avec une mise en valeur de la richesse culturelle guinéenne. Envoyé spécial à Makemedonso. 2 semaines d'apprentissage, d'échange d'expériences et de réflexion sur les grands enjeux des relations internationales. Les cadres du ministère des Affaires étrangères viennent de boucler leur formation à l'Académie diplomatique de Moscou. Au terme de cette session, chacun reçoit son satisfecit, symbole des connaissances acquises et de l'engagement manifesté tout au long de la formation. Nous sommes heureux que la Guinée choisisse notre académie pour la formation des jeunes diplomates. Nous espérons qu'il y aura une autre formation l'année prochaine. Nous remercions le ministère des Affaires étrangères de la Guinée, l'ambassadeur de la Russie en Guinée, d'avoir organisé cette formation. Pour immortaliser leur passage, la délégation guinéenne, accompagnée par le personnel diplomatique de Guinée en Fédération de Russie, offre des présents à l'Académie diplomatique. Un signe de gratitude exprimé par les participants de la session de formation. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude aux formateurs,
pour leur disponibilité, leur expertise et leur engagement tout au long de cette session. Leurs efforts ont grandement contribué à la qualité des apprentissages et à la réussite de cette formation. Notre gratitude au personnel de l'ambassade pour la qualité de l'accueil. Nous remercions enfin les autorités russes et guinéennes pour leur soutien indéfectible à la réalisation de cette activité. Cette remise de satisfecit marque la fin d'une formation, mais aussi le début d'une nouvelle mission pour ces diplomates guinéens. Mettre les compétences acquises au service de leur département, tout en continuant à promouvoir les valeurs, la culture et le patrimoine de la Guinée. Dans le cadre de leur voyage d'études à Abidjan, les officiers stagiaires de la 5e promotion de l'école d'état-major de Guinée poursuivent leur immersion au sein de plusieurs institutions militaires et civiles ivoiriennes. Une série de visites qui leur permet de mieux comprendre le fonctionnement et l'organisation de structures stratégiques essentielles à la gouvernance et à la sécurité du pays. Depuis Abidjan, voici la correspondance de Caporal Mabinti Keïta de la presse militaire. Dans la continuité de leur voyage d'études, les officiers stagiaires de la 5e promotion de l'école d'état-major Guinée ont effectué une visite à l'Académie des forces armées AFA de Côte d'Ivoire, située à près de 200 km d'Abidjan. Cette institution militaire de référence, qui regroupe plusieurs écoles de formation, a accueilli la délégation guinéenne pour une séance de présentation de ses missions, de son organisation et de ses principaux axes de formation. L'école d'état-major de Zambakro a pour mission de former les officiers à tenir des postes de responsabilité dans un état-major national et multinational de niveau tactique, aussi bien en temps de paix qu'en temps de crise. Cette formation leur permettra de relever les défis actuels du futur dans un environnement complexe. C'est donc pour nous un privilège de vous accueillir, vous qui partagez cette même aspiration à l'excellence et à la maîtrise des compétences des officiers d'état-major. Cette communication assurée par les responsables de l'Académie a permis aux visiteurs de mieux appréhender le rôle stratégique joué par l'AFA dans la préparation des cadres militaires de la sous-région. Nous sommes heureux d'être reçus ce matin à l'école d'état-major de Zambakro dans le cadre de la visite d'études organisée par la direction de l'école d'état-major Guinée au profit des stagiaires de la 5e promotion. L'objectif de cette visite est de s'enquérir du fonctionnement, des principales missions et de l'organisation des institutions civiles et militaires de la Côte d'Ivoire. La visite s'est poursuivie par une immersion au sein des centres d'opération tactique et technique de l'établissement. Une occasion pour les officiers stagiaires de découvrir les mécanismes de planification, de conduite et de coordination des opérations militaires, tout en enrichissant leurs connaissances professionnelles. Profitant de leur séjour, les stagiaires accompagnés de leur encadreur ont également visité la basilique Notre-Dame de la Paix, l'un des monuments emblématiques de la Côte d'Ivoire. Ce moment de découverte culturelle et patrimoniale a permis aux participants de mieux apprécier cette infrastructure de renommée internationale. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la hiérarchie militaire guinéenne qui fait de la formation, du perfectionnement et de la qualification des ressources humaines un levier essentiel pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes. Toujours au sein de la Grande Muette, après plusieurs jours d'immersion au cœur des institutions militaires et sécuritaires guinéennes, la 8e promotion du cours d'état-major de l'Institut de défense du Sénégal a été honorée à Conakry. Un dîner gala leur a été offert par les autorités militaires guinéennes en guise de clôture de ce voyage d'études placé sous le signe du partage d'expériences et de la coopération. Adjudant-chef Mamadou Alioubari, correspondant de la presse militaire. Poursuivant son immersion académique au sein des institutions civiles et militaires, la 8e promotion du cours d'état-major de l'Institut de défense du Sénégal a effectué une série de visites à la Direction générale de la police nationale, à la Direction générale des douanes, au Centre national de coordination des mécanismes d'alerte précoce aux risques sécuritaires, au Moulin d'Afrique, ainsi qu'au Musée national de Sandarvalia.
À travers des présentations et des échanges avec les responsables des différentes installations, les visiteurs ont pu enrichir leur compréhension sur les mécanismes de fonctionnement des institutions. En relation avec les autres forces de défense et de sécurité, vous allez désormais lutter contre les deux EI. Rassurez-vous que ces marchandises-là, quand ils rentrent dans le territoire, vont dans de bonnes mains. C'est un voyage très riche en enseignements. Nous avons appris énormément de choses de cette visite. Après s'être imprégné de la vie socio-économique et culturelle du pays, la délégation sénégalaise a pris part à un dîner gala offert en son honneur par les autorités militaires. Bercé par les premières notes des hymnes nationaux, pour le chef de la délégation, le général de brigade Abou Latif Camara, cette mission en Guinée a atteint son objectif. La Guinée, comme vous aimez le dire toujours, cette terre bénie, remplie d'histoire, fortement ancrée dans ses valeurs et ses vertus qui ont toujours fait les grandes sociétés africaines, nous a prouvé durant ce séjour que nous avions bien raison de choisir la Guinée comme destination. Nous repartons très satisfaits de la moisson que nous avons faite durant ce séjour. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Malik Diakité, président de la cérémonie, a salué l'excellence des relations de coopération entre les deux armées. Futur chef de nos différentes armées, l'Afrique a besoin de votre détermination, de votre engagement et de votre sens de responsabilité pour assurer sa défense dans un monde rempli de défis. Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle rythmée par les prestations artistiques de l'orchestre militaire Boiro Band et du ballet des armées, cette soirée gala a pris fin par un échange de cadeaux symboliques. La délégation sénégalaise quitte donc Conakry au terme d'un séjour riche en découvertes. Par ailleurs, garantir du poisson en qualité, préserver la qualité des produits halieutiques et maintenir des prix accessibles, c'est le triple objectif poursuivi par le ministère de la Pêche à travers une visite de terrain dans les établissements de traitement et de conservation de poissons. L'opération intervient après la saisie de 30 tonnes de poissons impropres à la consommation au niveau de la frontière guinéo-sénégalaise. L'idée est de faire de la sécurité alimentaire et de la protection du pouvoir d'achat des ménages une priorité nationale. Al-Gassimoba pour plus de précisions. Une pêche mieux organisée, des marchés mieux approvisionnés et des consommateurs mieux protégés, le gouvernement entend faire du poisson un véritable instrument de sécurité alimentaire et de justice sociale en Guinée. Au cœur de cette visite de terrain du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, un impératif. Des chambres froides aux unités de traitement, Fassou Teya est allé constater lui-même l'état des stocks disponibles et le niveau d'approvisionnement du marché national. Nous, de notre côté, les prévisions d'importation qu'on a annoncées à la Direction nationale de la pêche maritime, c'est environ 4000 tonnes sur 3 mois. On espère atteindre ce quota parce que, comme vous le savez, sur le marché international, la rareté du poisson se fait sentir, mais nous mobilisons tous les efforts pour respecter ce quota. Nous veillons au grain pour que tout le poisson qui entre soit réellement de qualité. Vous avez remarqué que partout où nous sommes passés, la propriété des locaux, donc ça, soyez sûrs qu'avec l'ONSPA, vraiment la population va manger de qualité. Cette opération de contrôle vise également à prévenir toute tension sur les marchés, à éviter les spéculations et à garantir le respect des prix fixés afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Nous sommes vraiment satisfaits du point de vue qualité et quantité de poissons qui existent, mais nous avons laissé des instructions à nos différents partenaires qui sont les opérateurs. Et il s'agit d'avoir le poisson en qualité, en quantité, mais également à prix abordable, accessible à la population. Nous allons suivre l'engagement, le respect des engagements pris par les opérateurs à travers nos services techniques déconcentrés et centralisés également. À travers cette présence active auprès des opérateurs économiques, le ministre Fassou Teya réaffirme la détermination des autorités à faire du secteur de la pêche un levier stratégique de souveraineté alimentaire, de stabilité sociale ou encore de croissance économique.
Santé, et on parle de financement basé sur les résultats qui s'impose désormais comme l'un des piliers de la transformation du système de santé guinéen. Pendant 2 semaines, 40 gestionnaires et prestataires de santé ont été outillés pour devenir les futurs formateurs nationaux et régionaux de cette approche innovante. Le point avec Radia Toubari. 2 semaines d'immersion entre théorie et pratique pour maîtriser les mécanismes du financement basés sur les résultats. Ce renforcement de capacité organisé dans le cadre du projet de transformation du système de santé vise à doter le pays d'une première cohorte de 40 formateurs nationaux et régionaux. Ces cadres auront la responsabilité de déployer cette approche dans 15 districts sanitaires répartis dans les 4 régions administratives prioritaires du projet. Le ministère de la Santé attend de vous de la rigueur, de l'exemplarité et un sens élevé de la responsabilité. Le succès du FBR dépendra de votre capacité à expliquer, à convaincre, à accompagner et à maintenir le cap, même lorsque les défis seront nombreux. Là où le financement basé sur les résultats est appliqué, les soins s'améliorent, les équipes médicales retrouvent de la motivation et les patients reprennent confiance à leur centre de santé. Durant cette session, plusieurs modules ont été développés par des experts, allant des principes du financement basé sur les résultats aux outils de planification, de suivi, évaluation et de vérification des performances. Une étape déterminante pour renforcer les capacités nationales. Permettez-moi d'insister sur le fait que cette formation n'est pas une fin en soi, mais un point de départ d'une nouvelle étape, notre responsabilité commune qui est de transformer ces acquis en résultats tangibles, visibles et durables. Au-delà de ces connaissances techniques, cette formation nous a surtout permis de développer une vision commune de la réforme et de renforcer notre conviction sur le fait que le changement est possible lorsqu'il est porté par des femmes et des hommes compétents, engagés et animés par une même ambition qui est celle d'offrir des services de santé de qualité efficients à chaque citoyen. Avec cette première vague de formateurs, le projet de transformation du système de santé franchit une nouvelle étape. Le défi est désormais de réussir le déploiement du financement basé sur les résultats dans les 15 districts ciblés afin d'améliorer durablement les performances du système de santé guinéen. À l'hôpital régional de Mamou, une vaste campagne de sensibilisation et de consultation gratuite dédiée à l'hydrocéphalie a été officiellement lancée. Une initiative portée par l'ONG Santé Serre en collaboration avec la Société guinéenne de neurochirurgie. Dans cette campagne, de nombreux enfants venus de Mamou et des préfectures environnantes ont été consultés et pris en charge gratuitement par des spécialistes. RTG Mamou, Mamadou Paté Baldé. À l'hôpital régional de Mamou, ce matin, un beau monde. Des malades et des patients étaient venus pour bénéficier des consultations gratuites de l'hydrocéphalie. Cette initiative est organisée par l'ONG Santé Serre en collaboration avec la Société guinéenne de neurochirurgie, avec le soutien de la présidence de la République à travers l'ARS JIPA. On a eu des éléments qui nous permettent dorénavant de diagnostiquer à temps l'hydrocéphalie et à sensibiliser mieux les familles. Cette activité s'inscrit dans la volonté de promouvoir le droit à la santé pour tous les enfants, en particulier ceux souffrant de l'hydrocéphalie. Durant cette campagne, plusieurs familles venues de Mamou et des préfectures environnantes ont bénéficié des consultations gratuites, des conseils médicaux et d'orientation pour la prise en charge de leurs enfants. Par rapport à la maladie de l'hydrocéphalie, quand l'enfant déjà a quelques modifications de forme de sa tête, de sa façon de marcher, ou des vomissements qui ne tarissent pas, ou l'enfant qui cesse d'être actif, adressez-vous d'abord au pédiatre. Après, les médecins généralistes peuvent peut-être venir, ou alors d'autres médecins. Nous travaillons toujours en collégialité. Cette campagne témoigne de l'engagement de l'ONG Santé CR, de la Société de neurochirurgie de l'ARS JIPA et des autorités nationales à œuvrer pour une meilleure prise en charge des pathologies neurochirurgicales pédiatriques en Guinée.
Et puis, la communauté musulmane a célébré ce vendredi l'Ashura qui correspond au 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman. Une journée qui célèbre aussi l'imam Hussein et la lutte contre l'oppression et l'injustice. À cette occasion, la communauté libanaise fait don de soi à travers une collecte de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. Compte rendu ça à Loyombuno. Vêtus de noir, les fidèles libanais se recueillent dans une atmosphère empreinte de sobriété. Prières, récits religieux et chants de deuil rythment cette commémoration de l'Ashura en mémoire à l'imam Hussein, figure emblématique du sacrifice et de la résistance face à l'injustice. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous pour témoigner notre fraternité et notre solidarité en ces journées saintes d'Ashura, la martyre de notre imam Al-Hussein. Nous sommes réunis pour commémorer le 10e jour du mois Muharram, qui correspond au 10e jour, jour auquel l'imam Al-Hussein, petit-fils de notre prophète, est tombé en martyr avec sa famille et amis. Au-delà du recueillement, la célébration se traduit par un acte concret de solidarité. Une centaine de membres de la communauté libanaise ont répondu à l'appel au don de sang, une contribution destinée à renforcer les réserves nationales et à sauver des vies. Écoutez, chaque goutte de sang donnée d'un Libanais, c'est un signe de fraternité, c'est un signe de solitude, c'est un signe de collaboration avec nos frères guinéens. Le sang qui sera donné ici, les 100 et quelques poches, vont contribuer à venir en aide à nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. À travers ce don de sang, la communauté libanaise en Guinée donne une dimension humanitaire à la célébration de l'Ashura, un geste de solidarité qui dépasse les appartenances religieuses et rappelle que le partage et l'entraide demeurent au cœur des valeurs portées par cette journée de mémoire. Du côté de Zérékoré, la santé reproductive est au cœur des priorités avec le lancement officiel de la campagne d'offres gratuites de planification familiale, une initiative qui vise à permettre à chaque femme et à chaque couple de choisir librement le moment idéal pour avoir des enfants tout en préservant leur santé et celle de leur famille. C'est au centre de santé commerciale de la ville que la cérémonie a été présidée en présence des autorités sanitaires et de leurs partenaires. Plus de détails avec Mohamed Saloupaï. Des offres gratuites de planification familiale aux femmes âgées de 15 à 45 ans. C'est l'engagement de l'État et de ses partenaires du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, inscrite dans la politique nationale visant à garantir l'accès universel aux services de santé reproductive. Le coup d'envoi de cette campagne est donné au centre de santé commerciale dans la commune urbaine de Zérékoré. Cette campagne gratuite traduit la volonté de l'État, avec l'appui de ses partenaires, de garantir l'accès universel aux services de santé reproductive. Elle vise à élever les barrières financières, sociales et culturelles qui empêchent encore trop de femmes, notamment en milieu rural, de bénéficier de soins adaptés. Cette vaste opération de sensibilisation est menée auprès des femmes bénéficiaires afin de les informer sur les avantages de la planification familiale et sur les différentes méthodes. La santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant reste au cœur de nos préoccupations. Les grossesses trop rapprochées ou non désirées, ainsi que les accouchements difficiles, constituent des réalités qui impactent non seulement la vie des femmes, mais aussi l'équilibre économique et social de nos foyers. Elle traduit l'engagement du gouvernement à garantir un accès équitable à des services de santé de qualité et à promouvoir une approche préventive fondée sur la sensibilisation, l'information et la proximité des soins. Renforcer l'accès aux soins de santé reproductive et promouvoir le bien-être des femmes et des familles, c'est l'objectif recherché à travers cette initiative visant à réduire la mortalité maternelle et infantile.
promotion des investissements agricoles et renforcement de la compétitivité des filières porteuses, l'Agence guinéenne de développement, à travers le projet de développement agricole et commercial en Guinée, organise une rencontre dite de restitution et de validation des outils analytiques et promotionnels d'investissement sur les chaînes de valeur, notamment le riz, le maïs, le fonio et la volaille. Explication Marwan Kamara, Sekou Sissoko. Malgré un potentiel agroécologique exceptionnel, l'agriculture guinéenne fait face depuis des décennies à un déficit structurel d'investissement privé et à un manque de données fiables pour orienter les capitaux. C'est précisément ce vide que viennent combler les nouveaux outils présentés et validés lors de cette rencontre. Un programme du ministère de l'Agriculture et de l'Agence guinéenne de développement à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée. Les outils qui seront présentés aujourd'hui visent à fournir aux investisseurs, aux institutions financières et aux acteurs économiques des informations concrètes sur les opportunités d'investissement dans les filières riz, maïs et volaille. C'est de développer une série d'outils d'analyse qui va pouvoir servir de base de dialogue entre les secteurs privés, les secteurs de partenaires techniques et financiers qui fournissent des appuis, les secteurs bancaires pour véritablement répondre. En facilitant l'accès au financement et en structurant les marchés, le PEDAG et l'Agence guinéenne de développement comptent augmenter les revenus des petits producteurs, créer des emplois décents dans les zones rurales et stabiliser les prix des denrées de première nécessité. Sa concrétisation nécessite non seulement une augmentation de la production agricole, mais également la création d'un environnement propice à l'investissement privé, le renforcement de la compétitivité des filières, ainsi que la mise à disposition d'informations fiables et pertinentes pour éclairer les décisions des investisseurs. Ces outils ne sont pas de simples documents techniques. Ils sont des instruments concrets au service d'une ambition plus large et porte d'entrée crédible pour les capitaux privés que notre pays doit désormais savoir attirer et retenir. Au terme de ces travaux, les documents validés serviront de boussole pour faciliter les investissements agricoles en Guinée pour les prochaines années. Et pendant ce temps, la surveillance, la protection et la réponse face aux urgences environnementales demeure une priorité au sein du ministère de l'Environnement dans le 140 qui abrite l'un des plus grands parcs du pays, le parc du Haut-Niger. Plus de 31 conservateurs de la nature viennent renforcer leurs capacités opérationnelles. L'exercice bénéficie du soutien de la Banque mondiale. RTG Farana, Ibrahima Oulé Foufana. En République de Guinée, la gestion des ressources naturelles, minières et de l'environnement préoccupe le gouvernement et les partenaires, notamment la Banque mondiale. Dans la capitale de Sankara, 31 conservateurs de la nature des régions de Kankan, Zérékoré et Farana sont à l'école de renforcement de capacité. Après l'ouverture de la séance de formation par le directeur de cabinet du gouvernorat de Farana, des simulations de secours sont faites. L'objectif poursuivi est clair. Disposer dans toutes les régions de notre pays de conservateurs mieux préparés, mieux équipés et capables d'assurer une réponse efficace face aux catastrophes environnementales. Je tiens ici à saluer le professionnalisme du Centre national de gestion des catastrophes et urgences environnementales qui, conformément à ses missions, œuvre sans relâche au renforcement des capacités nationales en matière de prévention et de gestion des catastrophes et des urgences environnementales. C'est de comprendre les mécanismes de la coordination en situation de catastrophe, planifier et organiser une réponse d'urgence, collaborer efficacement avec les acteurs sur le terrain, qui est la protection civile, qui est la Croix-Rouge, les forces de défense et de sécurité. Les agents conservateurs de la nature jouent un rôle stratégique dans la surveillance, la protection et la réponse aux urgences environnementales. Vous, conservateurs, devant le ravage des feux, devant les inondations, devez savoir comment se prêter désormais, en protégeant l'environnement, mais en vous protégeant vous-même. Je pense que cette session de formation est venue à point nommé, à un moment où notre pays, à l'instar d'autres pays du monde, est confronté au phénomène de changement climatique. Aujourd'hui, on a suivi les nouveaux systèmes au niveau de la gestion en catastrophe, les secouristes. Ça nous a donné beaucoup d'expérience. On ne fait que remercier le ministère de l'Environnement et du Développement durable et nos partenaires de Banque mondiale. Après 2 jours de partage et d'échange, ils sont désormais formés et certifiés en premier secours et sauvetage
ou encore équipés à matériel conforme aux normes internationales. Par ailleurs, la commune de Gbessia renforce l'organisation de ses acteurs du transport. La section syndicale des transports et de la mécanique générale y est désormais installée à l'issue d'un congrès marqué par l'élection à l'unanimité de son nouveau bureau. Au-delà de cette mise en place, l'accent a été mis sur la sécurité routière. À l'approche de la saison des pluies, conducteurs et professionnels du secteur ont été sensibilisés aux risques liés à la circulation afin de prévenir les accidents et préserver des vies. Reportage de Bakary Bambakondi. Dans la commune urbaine de Gbessia, la Fédération nationale des transports et mécanique générale décide de prendre à bras le corps la sécurité routière en cette période pluvieuse. Pour ce faire, elle a tenu son congrès général. Une rencontre marquée par deux grands axes. L'urgence de sensibiliser le conducteur aux dangers de la circulation durant la saison pluvieuse et la nécessité de mettre en place les instances de gouvernance de la section syndicale communale des transports et mécanique générale de Gbessia pour les 4 prochaines années. Cette saison pluvieuse-là est là. On n'a qu'à être prudent. Le chauffeur n'a qu'à tout faire de senser l'air pneu pendant la saison, réglementer les essuie-glaces et le phare en circulant la nuit, diminuer la vitesse. Un bon chauffeur, quand tu quittes, tu arrives. Mais si tu n'as pas arrivé à un point, c'est que tu n'as pas un bon chauffeur. Nous vous disons grand merci. Parce que dans l'ombre de nos difficultés, vous étiez là. C'est une voix. La voix de nos conducteurs routiers et de la mécanique générale. Des messages de prévention ont été largement diffusés, appelant les chauffeurs à une révision technique rigoureuse de leurs engins et au respect scrupuleux du code de la route. Ensuite, un nouveau bureau exécutif composé de 17 membres a été mis en place pour défendre les intérêts des transporteurs de Gbessia. Nous, syndicalistes, à tout moment que nos mandats nous réveillent, nous devons nous lever et nous devons parler dans l'intérêt de l'ensemble, dans l'intérêt de travailleurs et travailleurs du secteur du transport dans la légalité. Construisez quelque chose sur une base solide de concertation. L'aboutissement, c'est ce que nous avons vu. Donc, je ne peux dire autre chose que de dire que vraiment, nous sommes très satisfaits de leur hauteur de maturité syndicale et de responsabilité. Le nouveau bureau syndical des transporteurs et mécaniciens de la commune de Gbessia se veut désormais transformer ses ambitions en actions concrètes pour le bien-être des usagers et la professionnalisation du secteur des transports dans la localité. Je vous l'annonçais également dans les titres à Kaporo. L'accès à l'eau potable est devenu difficile. Les installations de la Société des eaux de Guinée ont été détruites par des entreprises locales. Le quartier manque d'eau depuis plusieurs jours. Face à l'urgence, les responsables de la SEG appellent les citoyens à la patience. Isiaka Kamara, Amadou Baïlobari. L'accès à l'eau potable est devenu un véritable casse-tête dans plusieurs zones de la ville de Conakry. Comme c'est le cas ici à Kaporo. Les habitants de ce quartier n'ont pas trouvé de l'eau potable depuis plus de 48 heures. Un phénomène lié à la destruction des installations de la Société des eaux de Guinée, SEG, par d'autres entreprises de construction qui en général minimisent l'impact causé. Il y a eu coupure de l'eau, tout le quartier. Donc c'est me déplacé de venir trouver que le tuyau là, tous ils sont déjà déplacés, coupés là où ils ont fait le sentier. Donc c'est la demande de qui est propriétaire des sentiers. Il me dit, c'est un opérateur économique qui ne se connaît même pas le nom. Il s'est dit, est-ce que vous informez l'autorité locale? Il me dit vraiment, ils ne sont pas pris de m'informer parce qu'ils sont informés le RACI. En haut, c'est eux qui sont informés. S'ils ne sont pas informés, ce n'est pas leur affaire. Comme mon quartier est coupé de l'eau, il faut que c'est bien, ça m'intervienne. On a pu calmer notre population par rapport à la coupure de ce tuyau. Et il y a déjà le directeur qui a dit qu'il va nous donner des numéros qu'on va partager pour tous les quartiers, pour tous les chefs carrés. S'ils voient quelque chose qu'ils constatent, ou bien si ça ne va pas, où il y a des problèmes, ils auront des informations en temps réel. Aussitôt informés, les autorités de la SEG se sont immédiatement rendues sur le terrain pour équilibrer la situation, même si le constat est amer. Il y a la société Marifala qui a un site juste derrière nous à Kaporora ici, qui est venu ce matin racler les tuyaux de la SEG. J'ai été interpellé par le DGA après les jeunes du quartier, mais le constat est amer. Et ça, je ne vais jamais tolérer ça. J'envoie ce message aux gens de la SEG qui sont complices de cela. Ils vont répondre
et la société va remplacer nos tuyaux et payer les centimes de mètre cube versés. On présente toutes nos excuses à la population pour les désagréments qu'on va les causer. Ils n'ont qu'à patienter. La SEG va revenir plus rapidement et trouver solution à ce problème. Souvent confrontée à ce genre de problème, la SEG appelle les entreprises de construction à beaucoup plus de responsabilités, surtout face à ce besoin vital qui est l'accès à l'eau potable. Et puis à Kankan, la communauté musulmane a célébré avec ferveur le nouvel an islamique, une initiative de l'association Nourdine Islam de l'érudit Elhadj Souleymane Sidibé, engagé pour le progrès de l'islam du pays. Dans la ville de Nabaya et le district de Djankana, la fête a pris une dimension particulière, marquée par une forte mobilisation des fidèles. Au-delà des prières et des moments de recueillement, cette célébration a été une occasion de renforcer les liens sociaux entre les fils et filles de Guinée. Compte rendu Diamokaba. L'événement est annuel pour célébrer le nouvel an musulman à Kankan, dans les rues qui mènent à la résidence de l'érudit solo de l'effervescence, pour perpétuer cette longue tradition. Entre autres actions de dévotion, la transformation du riz et le partage qui symbolise le sacrifice pour tout le pays sans distinction. Depuis la création de cette association, on ne cesse de se battre que sur la paix. Donc pour nous, nous sommes en train d'aider la Guinée, la République et les dirigeants de la République. Pourquoi? Parce qu'on les aide à prôner la paix. C'est la fin d'année musulmane. Ça doit venir avec ses bienfaits. Donc notre héritier là, c'est Souleymane Sidibé. Il fait appel à ses adeptes pour partager ce bonheur avec ses adeptes. En compagnie du partisan de l'unité nationale, Elhadj Souleymane Sidibé, chacun se fixe des objectifs à atteindre pour renforcer les valeurs islamiques et citoyennes. Le district de Djankana est la dernière étape de cet épilogue des jours d'intenses de prière et d'invocation divine. À travers récits inspirants et des phrases à la gloire du Tout-Puissant Allah, des vœux sont reformulés. En ce début du nouvel an musulman, nous avons formulé des bénédictions pour le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, pour que Dieu lui accorde force et longévité à la tête de notre cher pays. L'évolution socio-économique de la République de Guinée est vraiment appréciable. À Kankan, tout comme à Djankana, la célébration du nouvel an musulman 2026 annonce de belles perspectives prônées par l'association Nourdine Islam. L'initiative est fédératrice pour que règne la fraternité entre les Guinéens afin de maintenir un bon climat social. Et pour terminer, c'est parti pour le championnat national de basket au stade du 28 septembre. Pour cette première journée, Jorfof et Arsif Club se sont séparés sur un score de 107-42. Pour cette saison, Jorfof veut finir en tête du classement du championnat avec l'apport de plusieurs talents venus de la NBA. Plus de détails avec Robert Sidi Torno et Mohamed Yansane. C'est dans l'exécution de son plan d'action stratégique que le club de basketball guinéen Jorfof Basket vient de recruter pour la deuxième année consécutive de jeunes talents américains. L'arrivée sur le sol guinéen de ces deux basketteurs, Stéphane et Fordan, a été hautement saluée par leurs coéquipiers et les encadreurs du club Jorfof Basket. Première fois, ça n'a pas marché, on a été vice-champion dans les conditions que vous savez. Mais cette fois-ci, on ira loin. On veut aller représenter la Guinée au niveau de la bourse. Je ne fais que aider le basketball guinéen pour qu'on se retrouve là où, au temps de la première révolution, là où on se retrouvait. La Guinée était championne dans tous les domaines. À la faveur du championnat national de basketball qui se joue au stade annexe du 28 septembre de Conakry, le classement de ces deux joueurs américains pour leur première prestation a rehaussé le niveau de jeu du club Jorfof Basket qui a largement dominé l'Argif Basket Club pour le compte du premier jour du championnat national. Je suis très content pour eux, je suis très content de la victoire, malgré qu'on n'a pas eu assez de temps d'entraînement. À un moment donné, on jouait sur nos systèmes de jeu, et puis à chaque fois, il y avait perte de balles et nous, on récupérait pour aller marquer. Avec cette victoire-là, ça nous donne encore le moral de jouer cette année pour finir au haut du championnat.
Avec un score final de 107 contre 42 au compte de cette première journée du championnat national de basketball, le club Zorfop Basket ambitionne de rafler la première place cette année à la satisfaction de ses fans et de ses encadreurs pour cette année 2026. Avant donc de refermer ce journal, voici un décret qui vient de nous parvenir. Décret du 2026-0209 PRG SGG portant limogeage au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont limogés pour inconduite. Ce sont 1. Monsieur Alagui Selou Kamara, directeur général de l'Office guinéen de publicité. 2. Monsieur Jean-Marie Soriba Kumbassa, directeur général adjoint de l'Office guinéen de publicité. Article 2. Monsieur Alia Kamara, directeur des ressources humaines, est nommé directeur par intérim, cumulativement à ses fonctions. Article 3. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 juin 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation.